Donc, Sophie Caïmano, je suis responsable du pôle enfance-famille service AGBF de l'UDAF 13. Sur cette table ronde, l'idée c'était de montrer la plus-value que pouvait représenter la mesure AGBF dans le champ de l'accompagnement dans et ou vers le logement. Donc concernant l'UDAF 13, on a choisi de vous présenter un partenariat qui est mis en place depuis 2016 avec la division des expulsions domiciliaires, le pôle logement de l'ADETS. Je vais très rapidement vous brosser le contexte dans lequel l'idée de ce partenariat, de cette collaboration a germé. Je vais vous en présenter l'architecture assez souple, ainsi que les principes qui la fondent, et puis quelques chiffres que vous retrouverez sur le PowerPoint qui, a priori, a dû vous être transmis. Donc nous sommes en 2016, comme il vous a été présenté ce matin, les réformes, notamment celle du 5 mars 2007, ont profondément transformé le champ de la protection de l'enfance. Le service est depuis soumis aux obligations de la loi 2002 et nous sommes dans une démarche de communication et de promotion de la mesure, mettant en avant le changement de philosophie. On vous a parlé ce matin d'une philosophie, d'une culture du contrôle à une philosophie, une culture de soutien à la parentalité. Donc le service est dans cette démarche-là et assiste au CAPEX, CAPEX technique, CAPEX boîte à outils. Et lors de l'une de ces instances, c'est présenté par le service de l'État le bilan chiffré des expulsions réalisées sur l'année dans les Bouches-du-Rhône, avec un chiffre très important, et un focus particulier qui est fait sur les ménages qui présentent des critères de vulnérabilité, et parmi ces critères, la présence d'enfants mineurs. Donc à partir de là, le service se dit, nous avons sur le territoire des besoins qui sont clairement identifiés, mais auxquels on ne répond pas ou pas suffisamment. Et nous avons un service qui a ce savoir-faire et qui a cette expertise. Donc nous sommes allés démarcher l'ADETS en lui proposant en fait le dispositif que je vais vous présenter. Donc dans son architecture, le dispositif il est assez simple. Les agents administratifs ont convenu et ont accepté, malgré leur charge de travail, donc merci à eux, d'orienter vers le service des ménages avec enfants mineurs sous le coup d'une expulsion domiciliaire à un stade très avancé puisque le concours de la force publique a été accordé. Donc l'expulsion est imminente. Je précise que la famille a l'information de cette transmission d'infos et qu'elle-même est informée par courrier que l'UDAF va aller vers elle. Les principes, je dis le aller vers, on en a parlé ce matin, Marie-Pierre Youssouf l'a évoqué, c'est vrai que c'est le principe premier. D'expérience, les professionnels rendaient compte de familles qui étaient difficiles d'accès et que l'on invitait lors de permanences ou autres et qui ne se déplaçaient pas. Donc on s'est dit, mettons en avant le aller vers, la visite à domicile, qui est également un des axes forts de la mesure, puisque je rappelle que c'est une mesure de milieu ouvert qui s'inquiète des conditions de vie matérielles des enfants. Donc il est important de se rendre compte de ce qui se passe au sein du domicile familial. Donc on va aller vers ces familles, on va leur proposer une visite à leur domicile. L'idée également, c'était d'inscrire le service dans un maillage territorial. Donc on est sur de bonnes pratiques professionnelles. Il ne s'agissait pas de se substituer à des accompagnements existants, mais bien de travailler en collaboration et en concertation, comme il a été évoqué également ce matin. Donc le aller vers, l'inscription dans un maillage territorial, lutter également contre le non-recours. Vous allez voir au niveau des chiffres qu'il y a un nombre assez significatif de familles qui n'avaient pas activé les dispositifs de droit commun. Et effectivement, le fil rouge de ce partenariat, c'était de montrer quelle pouvait être la plus-value de la mesure AGBF dans le champ du logement, maintien ou relogement en l'occurrence. Quelques chiffres, alors on m'a demandé de faire vite parce qu'on a pris un peu de retard. Donc vous retrouverez ces chiffres sur le PowerPoint. Ah, c'est pas dans le bon sens.
Alors ce sont les chiffres qui concernent l'année 2018, année durant laquelle ce partenariat s'est renforcé et s'est inscrit dans la durée. Voilà. Donc en 2018, 137 ménages, donc on parle de familles avec enfants mineurs, ont été signalés au service. Sur ces 137 ménages, un nombre non négligeable avait soit quitté les lieux, soit trouvé des solutions leur permettant de conserver leur toit ou de se reloger. Donc au final, resté 111 ménages, nous avons pu en rencontrer plus des 2 tiers. Donc sans surprise, aller vers, les familles se saisissent de cette proposition. Donc, 111 ménages, nous avons pu en rencontrer plus des 2 tiers. On en a tiré une typologie, donc un public qui ressemble presque en miroir des familles accompagnées dans le cadre de la mesure AGBF, puisque nous avons rencontré majoritairement des mères célibataires, bénéficiaires des minima sociaux, à la tête de familles nombreuses, c'est-à-dire à minima 3 enfants, sans parler des enfants majeurs au domicile. Alors, je reviens en arrière. Alors, parmi ces familles, donc majoritairement des bailleurs privés, un certain nombre de familles qui n'avaient pas leurs droits ouverts, dont certains depuis plus d'1 année, c'est-à-dire des familles qui n'avaient pas pu ou qui voyaient leur dossier toujours en attente de régularisation auprès de la CAF, c'est-à-dire des droits RSA qui n'étaient pas ouverts, ou des changements de situation et des documents qui ne pouvaient pas être fournis. Et également, ce qui est intéressant, ce qui nous a servi qui a été pour nous un enseignement, parmi ces ménages, près de 20%, plus de 20%, ont opté pour une demande de mesure AGBF. À savoir qu'il était important pour nous, au-delà de faire valoir les compétences en matière d'accompagnement dans et vers le logement, c'est de montrer et de déconstruire un petit peu les représentations qu'il pouvait y avoir autour d'une mesure judiciaire, et a fortiori mesure judiciaire de protection de l'enfance prononcée par un juge des enfants, avec souvent en raccourci la crainte du placement des enfants. Donc là, c'est la famille elle-même, en fonction de la complexité de sa situation, qui faisait la demande et qui en ressentait l'intérêt et le fait qu'elle pouvait être bienvenue dans ce qu'elle traversait. Alors, où est-ce que je vais en arrière? C'est pas grave, j'aurai terminé, je saurai comment ça fonctionne. J'aurai au moins appris ça. Je vais laisser tomber, j'abandonne. Bon, ce qu'il est intéressant... Non, mais j'ai terminé, Madame Leto. Voilà. Ce qui était intéressant pour nous, c'était justement de faire valoir que, oui, une famille était sous le coup d'une expulsion domiciliaire. La mesure, par un coup de baguette magique, on ne pouvait pas faire en sorte que la famille conserve son logement. Hein, c'est ce que vous disiez ce matin, Madame Leveste. Mais en tout cas, on était là pour l'informer, pour l'orienter, pour l'accompagner dans les dispositifs de droit commun, sans se substituer aux accompagnements en place. C'est intéressant de constater également que près de la moitié des familles rencontrées n'avaient pas de référent social. 47% n'avaient pas de référent social et d'accompagnement social de proximité. Voilà. Mais c'est vrai que chez ces familles, il y avait également cette croyance très forte que le fait d'avoir des enfants pouvait protéger d'une expulsion, et elles étaient un peu dans le déni de cette réalité qui allait se produire, quoi. Voilà. Autre chose que ces familles également ont pu exprimer par la suite, c'est que l'intervention du délégué aux prestations familiales leur avait offert du répit. C'est-à-dire on est dans une procédure qui dure des mois, des années, qui est très anxiogène, a fortiori quand on ne trouve pas de solution.
Et souvent on baisse les bras, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé face à des familles qui étaient de bonne foi. Ce n'étaient pas des mauvais payeurs qui profitaient du système, on est sur des petits budgets qui jonglent, on est dans des situations de mal-endettement, on ne peut pas payer un mois, c'est pas grave, on rattrapera le mois d'après, puis le mois d'après on ne peut pas non plus, c'est pas grave, on rattrapera, puis au final on rattrape jamais, il y a des droits qui sont suspendus, et puis on ne voit plus le bout du tunnel. Donc ce que disent les familles, c'est que la mesure, l'intervention du délégué aux prestations familiales leur a offert du répit, leur a permis une pause et leur a aussi permis de se reconstruire. Au-delà de la solution logement qui a pu être trouvée, parce que dans tous les cas, non, l'expulsion, elle n'a pas pu être évitée. En revanche, on a travaillé à l'ouverture des droits, à l'assainissement d'une situation financière, on a travaillé au relogement, et oui, les parents se sont reconstruits, ce qui les rend d'autant plus disponibles pour répondre aux besoins de leur enfant, et en premier lieu, le cadre de vie. Voilà. Bonjour, donc Stéphanie Cutella, je suis chargée de prévention et de l'action sociale au sein d'un bailleur social, Erelia. Donc Erelia, c'est un bailleur à vocation nationale. On a 63 000 logements sur tout le territoire français. Donc tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est appliqué pour toutes nos agences et pour tous les locataires Erelia. Au niveau d'Erelia, je vais en réveiller certains. Notre objectif n'est pas l'expulsion domiciliaire. Pour nous, expulser un locataire, c'est un échec de toutes les procédures et accompagnements qu'on peut mettre en place. Il faut savoir qu'on a un binôme fort chez nous qui est renforcé depuis de nombreuses années, qui est le binôme chargé de contentieux locatif CESF, donc conseillère en économie sociale et familiale. Ce binôme-là travaille au plus près des locataires. Le aller vers, il est pratiqué depuis longtemps. Les visites domiciliaires, elles sont pratiquées depuis longtemps. La mobilisation des aides et des accompagnements du droit commun, on les mobilise. On a même des aides internes, des aides au maintien dans le logement et des aides à la mutation, justement pour des locataires pour lesquels on ne peut pas mobiliser des aides de droit commun. Donc tout cela, on le pratique depuis longtemps. Mais il arrive à un moment donné où on fait le constat qu'on n'arrive pas à avoir la coopération du ménage. On n'arrive pas à rencontrer ce ménage qui comme tu le disiez, nous fuit et au fur et à mesure de sa situation qui s'aggrave, se replie de plus en plus. On a mis en place pour Erelia la saisine du juge sur des situations pour alerter avec des éléments factuels, pour faire cette demande de mesure MAJBF, surtout et essentiellement pour des locataires dont le logement est en adéquation avec la composition familiale et avec les ressources. Pour moi, en tant que travailleur social, je trouve choquant que nous expulsions quelqu'un qui est déjà dans un logement adapté, déjà dans du logement social, et qu'on va le remettre dans la boucle du DALO, DAO et compagnie. Il faut à tout prix que ces ménages-là, qui sont dans un logement qui est adapté, on trouve une solution. Alors, si on a échoué collectivement pour coopérer, pour mobiliser le ménage, il va y avoir la dernière mesure, qui est cette mesure-là pour essayer de raccrocher. Et je vais rebondir sur une phrase qui a été dite ce matin, c'est protéger les enfants en accompagnant les parents. C'est cette mesure-là pour nous en tant que bailleurs, c'est protéger les enfants en accompagnant les parents à garder un toit qui est essentiel et qui est la première marche de la sécurisation de l'enfant. Voilà, donc on le fait volontiers, on le fait parce que c'est notre mission de bailleur social. Ce qui nous est retourné au niveau des locataires, c'est que ça leur apaise la situation, notre relation. Il faut savoir qu'une situation contentieuse, c'est pas simple. Quand vous avez l'huissier qui arrive chez vous, qui vous tape, c'est violent. Voilà. Du coup, d'avoir un tiers à ses côtés, dédié, qui va l'écouter, ça va l'aider à apaiser cette relation-là. Ça va nous apaiser, nous aussi, on ne va pas se mentir, en tant que bailleur social. Ça y est, on a quelqu'un, un professionnel qui va intervenir. Non, ce n'est pas la solution miracle tout le temps. Mais en tout cas, ça apaise la situation, ça fait descendre un degré cette tension-là. Alors à la différence, c'est vrai, d'un bailleur privé où l'expulsion des fois elle va jusqu'au bout. Nous, un bailleur social, vraiment, c'est excessivement rare et je peux vous dire que les expulsions sur les 63 000 logements, elles se comptent sur le bout des doigts, quoi.
Ce qu'il faut savoir aussi, et moi, quand on présente nos 13 CESF, quand elles présentent ces mesures d'accompagnement, moi je dis c'est de l'accompagnement à la gestion au budget. Le A, je le transforme sur de l'aide à la gestion au budget, je le transforme, c'est de l'accompagnement. C'est faire avec le locataire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de donner des moyens au locataire de faire tout seul. Faire avec le locataire, accompagner le locataire dans ses démarches avec le bailleur, accompagner le locataire à ouvrir ses droits et à mobiliser j'ai cette situation, qui je vais mobiliser. Donc voilà, donc c'est quelque chose, et pour vous donner un ordre d'idée, on ne mobilise pas ces mesures comme ça par des dizaines. Nos 13 CESF accompagnent 1200 locataires, 63 000 locataires, 1200 locataires qui sont accompagnés par nos CESF. 2% de ces accompagnements aboutissent à des mesures de MAGBF. Vous voyez, on est vraiment sur vraiment pas grand-chose en termes de chiffres. Voilà ce que je pouvais en dire. Merci. Bonjour, Mathieu Brett, délégué UDAF et mandataire pour l'UDAF du Var. Donc moi je vais vous faire un retour sur une enquête qu'a développée le Var, donc dans le cadre en fait de la réflexion du projet de service. Donc l'UDAF du Var a réalisé une enquête téléphonique auprès de 49 familles, donc ça rentrait dans le cadre de la réflexion de projet. Et donc donc ça s'est fait par téléphone par une ancienne déléguée UDAF qui aujourd'hui est sur le versant du mandataire. Et parmi donc ces 49 familles, on a 22 familles qui ont répondu, donc un peu moins de 50%. Donc c'est un premier jet, c'est quelque chose qu'on va redévelopper par la suite. Donc on peut s'apercevoir dans les anciennetés de mesures qu'on a beaucoup finalement de mesures qui ont été activées, qu'on a pu récupérer. Et on a encore effectivement des mesures qui étaient au-dessus de 5 ans, mais sur lesquelles on continue à travailler. Alors parmi 73% de ces familles qui nous ont fait les retours, elles ont beaucoup évoqué des problèmes de logement, surtout donc de dettes de loyer, de procédures d'expulsion en cours, ce qui est souvent le cas lorsqu'on va ouvrir c'est une problématique qui revient souvent quand on fait les ouvertures de mesures, et une problématique de logement inadapté, donc sur laquelle on va travailler en fait avec les familles, et souvent c'est une des problématiques qu'elles nous remontent rapidement. Parmi ces 60%, les familles, durant le travail d'accompagnement, elles estiment que la mesure AGBF les a vraiment aidées, rassurées et soutenues sur les paiements de loyer, les procédures d'expulsion, avec tout le travail d'accompagnement que ça amène à côté, l'aide au relogement et la médiation avec les bailleurs. Donc, ce qui fait que souvent, quand une mesure est mise en place, effectivement, on revient sur cette triangulation, la tierce personne qui permet en fait de tempérer, de prendre du recul quand une problématique assez intense. Et parmi donc les familles qui estiment donc ne pas être aidées durant la mesure, elles n'ont pas manifesté de réels motifs. On n'a pas réussi à avoir des réels motifs. Et donc du coup, voilà, c'est un critère aussi qui révèle l'autonomie à faire face aux problématiques de logement. Alors, sur 68% des familles qui se sont pardon. Ah, pardon. Oui, autant pour moi. Désolé, je trouve. Donc, parmi, effectivement, les 68%, les familles, en fait, elles ont estimé qu'aujourd'hui, elles étaient satisfaites de leur situation par rapport au logement. Donc, le logement était plus adapté. Il y a eu un relogement qui a été adapté par rapport à la composition familiale et qu'on verra plus tard dans les deux priorités des familles. Le montant du loyer est adapté au budget. Il y a eu un apurement des dettes et il y a des relations apaisées avec le bailleur qui se sont plus consolidées et qui ont pu repartir sur des nouveaux projets.
parmi les 64% des familles donc, qui ont été satisfaites de l'action du DPF, donc, il y a cette action soutenante, l'amélioration de la situation financière, la reprise de la confiance en soi, avec le développement de nouvelles capacités dont les familles n'avaient pas conscience. On est pressé par le temps, mais on pourrait énormément développer encore à ce niveau-là. Et donc la quasi-totalité des réponses a révélé 2 priorités. Le premier, c'est l'environnement sécurisant pour la famille et les enfants, et l'espace personnel. C'est-à-dire que chacun bénéficie dans un espace personnel et que les enfants ont leur intimité pour le développement, leur construction et leurs projets. Voilà, j'ai essayé de faire vite parce qu'on est par rapport au temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voyons, y a-t-il quelques questions ? Je viens. Bonjour, je voulais revenir, j'avais plusieurs questions. Pour commencer, Mme Caïmano, s'il vous plaît, je voulais savoir, vous disiez qu'il y avait, suite aux visites à domicile, il y avait 20%, plus de 20% de demandes d'AGBF qui avaient été faites. Du coup, c'était des mesures qui étaient toujours voulues par la famille, du coup, avec la participation de la famille. Vous pouvez repréciser votre question, c'est-à-dire parmi les familles que nous ça avons pas donné, rencontrées, oui, parmi celles que vous avez rencontrées. Donc effectivement, 16 familles, soit à peu près un peu plus de 20% des familles rencontrées, ont demandé la mesure, ont obtenu la mesure, c'est-à-dire elles ont elles-mêmes saisi par courrier le juge des enfants qui a ordonné la mesure. Certaines ont duré très peu de temps. Je ne suis pas rentrée dans le détail, j'avais envisagé de vous présenter 2 situations qui étaient à l'opposé. Une situation, c'était une mère célibataire, 5 enfants, bailleur social, bénéficiaire du RSA, où là vraiment on était arrivé au bout du bout parce que 15 ans de dette locative récurrente, parce que oubli de déclaration, mais c'est pas grave, je régularise, et puis au final les droits sont suspendus et on les récupère plus, donc une dette qui était endémique. La mesure a été prononcée et à aucun moment il n'y a eu prise en main du règlement du loyer par le service, c'est-à-dire que vraiment il était entendu que le délégué soit vraiment en étayage, mais à aucun moment ne se substituait, mais était vraiment là pour rappeler à madame, à cette mère de famille, quelles étaient ses obligations. Donc pour le coup, la mesure, elle a duré un peu moins de 2 ans. Elle a été prononcée une première fois 1 année. Cette mère de famille s'est montrée régulière dans les paiements, donc protocole de cohésion signé, etc. Nouveau bail, renouvelé avec l'adhésion de la famille pour 6 mois, mais pour sécuriser. Mais à aucun moment, et c'est ça aussi que ce dispositif autorise, c'est-à-dire effectivement la porte d'entrée c'est le budget, avec perception des prestations familiales sur un compte de gestion ouvert au nom de la famille, mais il autorise en fait, le dispositif autorise tous les possibles, hein. On peut être plus ou moins contenant, on peut prendre la main, on peut laisser faire, c'est le principe même de s'adapter à la situation de la famille dans sa globalité, et c'est l'accompagnement, quoi, hein. Voilà. Donc pour cette famille-là, 1 an et demi avec adhésion, sans qu'à aucun moment il n'y ait eu prise en main du règlement du loyer ou de quelconque charge courante par le service. L'autre situation que je voulais vous présenter, c'était un couple en fait. Couple tous deux en activité, avec 3 enfants mineurs âgés de 3 à un petit peu plus de 10 ans. Et en fait, accident de parcours, madame coiffeuse se lance dans une création d'entreprise mais n'a pas la trésorerie suffisante. Et très vite, son auto-entreprise se casse la figure. Et elle doit rembourser les crédits, ses comptes sont bloqués, ça sème la zizanie dans le couple, il y a un sentiment de honte très très fort. Dont on parle peu, mais je disais que c'était des familles qui majoritairement n'étaient pas de mauvaise foi, mais qui ressentent de la honte, c'est-à-dire elles se manifestent pas parce que elles osent plus, elles ont honte aussi de faire vivre cette situation à leurs enfants, parce que qui dit expulsion dit souvent changement de quartier, changement d'école,
Ça peut entraîner de l'errance s'il n'y a pas une solution qui est très vite trouvée. Donc on se retrouve comme ça avec des parcours locatifs et c'est de pire en pire, parce que quand on est expulsé par un bailleur social, eh ben bon courage pour être relogé par un bailleur social. Voilà, donc ça veut dire en tout cas pour Marseille que le choix des possibles, il se restreint. Donc pour cette famille-là, l'expulsion a eu lieu. Voilà. Et ça a mis du temps pour que ce couple se reconstruise, mais l'accompagnement, il a été parce que on a accompagné la famille dans une recherche d'un nouveau logement. La famille en est, de mémoire, à son 2e déménagement, voilà, parce qu'elle a des critères bien précis, et c'est son droit de vouloir rester dans le même secteur géographique pour pas trop bousculer les enfants. Et c'est une mesure qui se poursuit encore au jour d'aujourd'hui avec l'adhésion de la famille. Voilà. Je trouvais que ces exemples étaient très parlants, parce que presque aux extrêmes en fait. Et dans ce cadre-là d'intervention, vous fonctionnez toujours avec l'adhésion de la famille, avec l'accord de la famille? Alors c'est une mesure judiciaire, donc c'est une mesure qui s'impose. Hein. C'est le principe de l'aide contrainte. Ceci dit, d'expérience, je parle sous votre contrôle, il y a une recherche d'adhésion de la part de la famille. Après, la mesure s'impose et c'est vrai qu'il va y avoir très rapidement la perception des prestations familiales sur ce compte dédié. Donc, de fait, à un moment donné, il va bien falloir travailler ensemble et co-construire un budget. Mais, oui, je termine, voilà, pas de souci. Et en fait, c'est ce sentiment de répit, d'une part, que vit la famille, et c'est aussi le fait qu'on est sur des choses et des réalisations, pas sur des choses, sur des réalisations très concrètes. Voilà. On parlait ce matin d'accompagnement plus ou moins noble. Les effets de la mesure AGBF, ils sont très rapidement mesurables. Je garde mon logement, je ne le garde pas, mais j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour en trouver un autre, si possible au regard des critères et de ce qui est important pour moi. Ensuite, ça va être, est-ce qu'il est adapté à la composition, mais est-ce qu'il est suffisamment équipé, investi? Et tout ça, ça se voit concrètement. Une chambre d'enfant qui est meublée et correctement meublée, on le voit tout de suite. De l'intimité pour des enfants qui vont plus partager la même chambre, ça se voit tout de suite. Et ce qui est intéressant pour faire le lien avec ce que Mathieu vous présentait, c'est que dans le cadre du schéma régional, on a construit une grille de recueil de données, les 6 services DPF de la région, et on recueille des données dans 3 champs que sont l'ouverture des droits à la situation financière, le logement et la notion de soutien à la parentalité, sachant que cette notion, elle est transversale aux 3 champs. Et bien, ce qui ressort, ce qui est exprimé par les familles, c'est que oui, ça a apaisé les relations parents-enfants. Étonnamment, ce sont des résultats qui nous ont nous-mêmes surpris, mais qui étaient avancés par les familles. Il y a moins d'absentéisme scolaire. Mais il y a des activités extrascolaires qui se sont mises en place. Vous voyez, c'est des choses qui sont très rapidement mesurables. Un enfant, il mange à la cantine ou pas? Il a une activité extrascolaire ou pas? Et de fait, quand c'est en plus co-construit avec les parents, on ne peut pas faire sans, donc c'est aussi les renforcer positivement. Ça ne peut se faire que parce que vous vous mobilisez, et vous vous mobilisez parce que vous savez faire. Juste sur l'adhésion, du coup, alors la vision du bailleur, c'est qu'on cherche l'adhésion de la famille toujours. À partir du commandement de quitter les lieux, on va quand même faire, nous, la démarche auprès du juge et on informe par courrier le locataire. On est allé à domicile, tout ça, on l'a fait déjà. Mais à partir du moment où on le fait, on fait un courrier au ménage en disant, voilà, on n'a pas réussi, c'est un échec pour nous, on fait cette demande et on explique pourquoi. L'adhésion jusqu'au commandement de quitter les lieux, nous. Après aussi, mais voilà. Une dernière question peut-être rapide, avant de passer à la table ronde suivante. Juste une question, mais là, ça serait plus aux assistantes sociales des UTS. Pourquoi elles font plus d'orientation ASEL à pile plutôt que des MGA-GBF dans le but du maintien dans le logement?
répondre pour les autres. C'est vraiment deux choses totalement différentes. L'ASEL, on a une coopération, on la met en place très rapidement. Là, sur une mesure comme ça, on voit qu'il y a des difficultés qui sont récurrentes. Le locataire qui est récurrent en dette, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose. C'est des signes comme ça qu'on a qui font que on va aller plus sur de la MAGBF. Le stade, comme je disais tout à l'heure, quand on en est au commandement de quitter les lieux, qu'il y a eu 15 plans d'appurement qui a été mis en place, qu'il y a eu une mesure ASEL échec par rapport à de la coopération, absence de coopération du locataire. Je pense à une dame qui était sur Toulouse, qui était déjà, qui est rentrée chez nous par une procédure d'expulsion domiciliaire. Moi, tous ces signaux-là me font qu'à un moment donné, on n'est plus sur ce stade-là, le premier stade de l'ASEL, on est sur un stade au-dessus. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu. Oui. Juste une petite remarque. Je crois que votre intervention illustre bien la plasticité d'usage de la mesure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mesures qui vont durer très longtemps, sur un champ très transversal, voire très, très global de l'accompagnement des familles, et des mesures qui seront presque des mesures ad hoc, voire ad hoc au sens du terme, c'est-à-dire sur quelque chose de très spécifique, très précis, et qui vont durer quelques mois seulement. Et je crois que c'est intéressant à pouvoir mettre l'accent là-dessus. C'est une mesure qui autorise ça et qui permet c'est je dirais une boîte à outils dans un premier temps, et qui permet de répondre à plusieurs besoins des familles au niveau sur l'aspect matériel et budgétaire aussi. Je fais très très court. Juste une petite précision. Céline Liotto, directrice des services de l'UDAF. Pour rebondir sur votre question, lorsqu'on a effectivement essayé de réfléchir ensemble sur les justifications, comment se fait-il qu'il y ait si peu de mesures alors qu'il y a autant de besoins, entre autres liés à la problématique du logement, la perte du logement, l'expulsion. Et souvent, effectivement, comme le disaient nos collègues, une des raisons évoquées, c'est que sans accord, sans adhésion de la famille, ça ne marchera pas. Donc, c'est fort possible que ce soit très compliqué, c'est fort possible que ça ne marche pas, mais ça n'est pas obligatoire. Je pense que les collègues ont voulu signifier que même lorsqu'il y a non-adhésion, c'est tout le travail du DPF que d'amener la famille à devenir en soutien et en accord de ce qui est en train de se fabriquer avec elle. Ça prend parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois, un peu plus, mais dans la plupart des cas, on y arrive. Sinon, on lâche l'affaire. Et comme au titre pour le coup de la fonction de directrice et de responsable de service, il est de notre fonction également d'aller essayer de trouver des solutions à cette difficulté d'orientation, parce que le besoin il est là. Lorsqu'on est allé voir la préfecture et qu'on a créé ce partenariat-là, effectivement, c'était aussi avec ça en tête. À partir du moment où on sera allé à la rencontre de la famille sans avoir déjà enclenché la mesure, juste parce qu'on va les voir et on leur dit, là, il y a une mesure d'expulsion qui est en cours, ça y est, ça va démarrer, ça vous arrive, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait quelque chose avec vous ? Donc c'est parfois de l'AEB, c'est parfois rien du tout parce que la famille n'était pas là. Parfois, dans le meilleur des cas, elle est déjà relogée, c'est formidable. Et à certains endroits, c'est une AEB qu'il faut, et une AGBF, pardon, et je suis partante là-dessus. Mais il est très rare que la famille soit d'accord tout de suite. Ça n'empêche pas que la mesure AGBF, à l'arrivée, obtienne de bons résultats. Bonjour, moi je suis travailleuse sociale, j'interviens dans le cadre de la placement à domicile. Et j'avais une question par rapport, tout à l'heure on parlait aussi des MASP et sur pourquoi on pourrait orienter ou pas en AGBF. Nous, le fait qu'on intervienne dans le cadre d'un placement à domicile, j'avais plutôt tendance à orienter sur des MASP, puisqu'on avait déjà le volet accompagnement sur le volet parental.
Et récemment, j'avais fait une demande de MASP, mais le juge a décidé que ce serait plutôt une mesure judiciaire. Et je me posais la question des délais d'intervention, parce que de ce que j'ai constaté sur le terrain, j'avais l'impression qu'il était quand même plus facile et plus rapide de mettre en place une MASP qu'une MJ AGBF. Alors, j'argumente en sachant que moi, quand j'ai fait les MASP, c'est allé assez vite. Et aujourd'hui, le juge a orienté depuis le mois de mai et on est toujours en attente de la mise en place de la MJ AGBF. Donc, est-ce que c'est les aléas de l'été ou je ne sais pas. Mais en tout cas, là, pour ma première expérience, pour moi, si j'en reste là, je serais plutôt tentée de faire des MASP de par notre accompagnement sur le volet parental. Alors, voilà, je me permets de prendre la même, puisque du coup, les MASP, c'est le département. Hein. On n'est pas du tout sur le même champ. Hein. Attention, la MASP, on est sur de la mesure administrative adulte. Et la problématique, c'est l'adulte qui va avoir des problèmes de gestion budgétaire et de santé. Si on est dans de la problématique enfant, et c'est depuis ce matin, c'est ce dont on dit, les mesures ont une complémentarité. Si la problématique est enfant, il faut que ce soit une mesure administrative, si elle existe, c'est la ESF, soit la mesure judiciaire, la MJ AGBF. Et en tous les cas, pour le département 13, maintenant qu'on a à disposition la mesure administrative, c'était déjà le cas, hein, je siégeais aux commissions MASP, donc je peux en parler aisément. On se posait toujours la question de est-ce que l'orientation qu'on nous fait, la problématique principale, est-elle enfant ou est-elle adulte? Donc vous devez, il me semble-t-il, avoir la même démarche. Si je peux rajouter également, je vais me permettre également, puisque nous gérons les MASP dans le cadre d'une délégation du département 83, quand on reçoit une MASP, on a tous les documents nécessaires pour ouvrir un compte bancaire, la personne est d'accord, donc elle est présente, etc. Dans le cadre des AGBF, par moment, on n'a rien de tout ça, on n'a pas un document, des fois, on a à peu près le numéro allocataire, il faut attraper le travailleur social, c'est très long, les familles sont parfois là ou absentes pour ouvrir les conventions de compte, etc. Par moment, on a plus de difficultés dans la réalisation et dans l'ouverture de la mesure AGBF qu'on peut en avoir dans le cadre de la MASP, qui est beaucoup plus rapide, si je puis dire. En termes pratiques, mais je rejoins évidemment sur le fond ce que dit Madame, c'est que effectivement, si c'est l'enfance en danger, c'est plutôt la GBF. La MASP, c'est plutôt sur le versant de la protection des majeurs en amont. C'est un petit peu différent dans l'intervention. Oui, mais je sais. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est toujours pareil du prisme auquel un enfant, quand une famille va être en procédure d'expulsion, c'est l'adulte qui gère le budget. Il est aussi, vous avez un prisme assez, ça reste assez légal et oui. Après, en tout cas moi pour la situation et pour la mesure là que j'ai demandé, il y a tous les numéros. On aurait pu faire une MASP et on n'a pas fait la MASP. Et pour autant, je trouve que la mesure met du temps à se mettre en place. Et je pense aussi que ça peut être un défaut aussi de saisir ce dispositif qui amène à aller sur d'autres dispositifs qui peuvent être plus rapides. En tout cas, alors, au niveau national, je peux vous dire que la mesure AGBF n'est pas utilisée au maximum de... Je veux dire, il y a très très peu de services qui soient submergés, en tout cas au niveau national. Tout ce qui nous remonte nationalement, c'est que les services ne font pas leur activité. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de votre service départemental, mais globalement sur l'ensemble de la France, les services d'AGBF n'ont pas leur activité. Deuxièmement, en général, lorsque la CAF reçoit l'ordonnance du juge, elle débloque tout de suite les PF, elle les envoie directement au service, ce qui fait que le service, en général, intervient très vite puisqu'il reçoit de suite l'argent de la famille. Ce qui fait que normalement, dès qu'il reçoit l'argent de la famille, il est au moins dans l'obligation de prendre contact et de dire voilà, on va prendre contact avec vous et on va travailler avec vous. Donc je suis un tout petit peu étonnée parce que globalement, si vous faites aussi ce genre de colloques et si nous on fait des forums, etc., et si on fait des publications, c'est aussi pour montrer que la GBF a du sens de protection de l'enfance et qu'on n'a pas assez de travail
Donc je suis très étonnée que votre mesure mette autant de temps à intervenir. Mais nous, on a fait un petit travail sur les délais d'ouverture en AGBF et en MASP. Et en MASP, c'est vrai qu'ils sont par moments tout à fait immédiats. On voit très vite les familles. On a un peu plus de difficultés. Mais des fois, on a un peu plus de difficultés en AGBF, ce qui fait un délai d'ouverture un peu plus long. Alors, moi tout à l'heure, on parlait du cadre. Sur Marseille, c'est une famille qui est dans le 14e. Tout à l'heure, on parlait de l'articulation des. Tout à l'heure, on parlait de l'articulation entre services, entre institutions. Si vous êtes à l'origine d'une demande MGA-GBF, ce serait peut-être intéressant d'aller interpeller les services sur est-ce que la décision a bien été prise. Alors, est-ce que la décision a bien été prise? Si oui, qui s'occupe de cette situation, etc. Ah bah si vous avez toutes ces infos, c'est très bien. Non, mais n'empêche que pour l'instant, il ne s'est rien passé. Bah peut-être appeler le... Maintenant, la collègue, elle serait en vacances, mais j'ai fait tout ce que... Oui. À ce que je vous propose, puisque j'entends Marseille 14e, de fait, je ne peux pas ne pas me sentir concernée, c'est qu'on prenne un temps pour aborder cette situation après, parce qu'elle est très à la marge de toute évidence. Alors, le temps avant, je suis désolée, mais du coup, on va passer peut-être à la table ronde. Je suis désolée. Merci encore pour tous les participants.